Débat AVJA, tuer les animaux, qu'en dit la société, qu'en disent les experts? Tuer les animaux, l'élevage. Peut-on, dans quelles conditions, donner la mort aux animaux? C'était un petit peu pour participer à notre façon et apporter des arguments dans un débat qui se répand dans la sphère publique. Cet après-midi, cependant, nous limiterons évidemment notre réflexion aux animaux d'élevage pour vraiment angler sur ce sujet-là. Alors, je vais peut-être commencer d'abord par vous, Monsieur Gagneron. Donc, vous êtes éleveur en bio dans le Cher. Quelle est pour vous, quand vous élevez des animaux, quelle est pour vous la destination de ces bêtes et est-ce que vous y pensez tout le temps? Comment est-ce que vous vivez la finalité de votre élevage? Alors, je suis donc éleveur, donc naisseur-engraisseur, c'est-à-dire que mon objectif c'est que j'aille au bout de la valeur ajoutée, que mes animaux soient finis sur l'exploitation pour être donc tués et commercialisés. Alors après, vous me posez la question, est-ce que vous y pensez tout le temps à l'aspect de l'abattage? Je peux vous répondre non, parce que dans la vie d'une ferme, on pense à beaucoup de choses en même temps. En ce moment, on essaye de faire des foins dans des conditions extrêmement pénibles, qu'on n'a peut-être d'ailleurs jamais connues, avec des quantités d'eau énormes qui sont tombées. Donc voilà, il y a plein de sujets qui viennent en permanence. Après, moi, ce que j'ai fait en tant qu'agriculteur, quand j'ai démarré en bio, donc il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas de filière. Et mes animaux étaient abattus au Lyon d'Angers, donc à 350 km de la ferme. Et ça m'allait pas. Je trouvais que c'était trop loin. Et donc je me suis organisé avec un certain nombre de mes collègues et un groupement de producteurs conventionnels pour organiser une collecte et une filière bio plus locale. Et donc aujourd'hui les animaux vont à la Cicaba, Bourbon-l'Archambault, c'est à une centaine de kilomètres de ma ferme, ce qui est pour moi plus acceptable. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on a essayé de prendre en compte. Bon, dans l'idéal, j'aurais préféré garder un abattoir encore plus de proximité, puisque quand je me suis installé, nous avions encore un abattoir municipal à Bourges, qui était situé à 7 km de la ferme, donc j'avais à l'époque une situation exceptionnelle, et ce qui me permettait d'accompagner les animaux et d'aller voir ce qui se passait sur le site de l'abattoir. Aujourd'hui, effectivement, avec 100 km, même si c'est pas très très loin, j'y vais de temps en temps, mais c'est vrai que je ne peux pas avoir un suivi plus régulier que ça de mes animaux. Bon, après, je travaille avec cet opérateur Cicaba depuis maintenant une douzaine d'années et on n'a jamais eu d'anomalie constatée, ni de saisie, ni quoi que ce soit, donc qui est quand même aussi un aspect révélateur des pratiques au moment de l'abattage. Comment vous avez vécu cette mise en évidence ou en lumière de certaines pratiques dans les abattoirs qui ont été dénoncées en particulier par la L214? Très mal, je vous le dis clairement, très mal pour tout un tas de raisons. La première raison, c'est que c'est quand même une remise en cause fondamentale du métier des éleveurs, de mon métier. En fait, il y a des gens qui arrivent et qui disent sur la place publique, il ne faut plus manger de viande, c'est pas normal et tout. Et moi, j'ai choisi un métier. J'ai un espèce de contrat avec mes animaux. Enfin, c'est difficile de dire ça parce qu'il faut choisir ses mots et il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Mais la destination de ma ferme, et c'était déjà la même avant que je m'installe, déjà quand mon père la gérait, c'était de faire des animaux de boucherie pour des consommateurs. Et ce contrat-là, il existe toujours, c'est toujours comme ça qu'on travaille. Et c'est le cœur de mon métier. Je pense que tous les éleveurs qui font leur métier le mieux possible le prennent en pleine figure aussi au quotidien. Et sans aller beaucoup plus loin, et puis on réagira sûrement en fonction des questions posées, on constate quand même que c'est en corollaire complet avec cet éloignement entre nos métiers de la campagne, nos métiers d'agriculteurs, d'éleveurs, et une société de plus en plus urbaine qui est tellement éloignée de nos pratiques qu'elle a tout fait pour les oublier en définitive et se crée une culture urbaine en annihilant tout ce travail, tout cet aménagement du territoire, toute cette économie locale et en la rejetant complètement, comme si elle n'existait plus.
Merci. Monsieur Freund, donc vous êtes directeur de l'OABA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la mission de votre association, peut-être en rappelant un petit peu l'historique de cette association qui a été la première reconnue? Oui, l'OABA a été créée en 1961. Les statuts ont été déposés, enregistrés en 1961, mais le mouvement avait été lancé à la fin des années 50 par la fondatrice, Madame Gilardoni, qui s'était assez rapidement intéressée à la question de l'abattage, ce qui était assez extraordinaire pour l'époque. Et dans le cadre de cette association, elle a obtenu en 1964 un décret qui impose l'insensibilisation des animaux, le fameux étourdissement des animaux. Et le travail assez ingrat, parce que très discret, pas du tout médiatique et donc pas du tout connu du grand public, de l'OABA a été pendant de nombreuses années de visiter les établissements d'abattage pour vérifier que la réglementation relative à la protection animale en abattoir était correctement appliquée. Mais alors, je dis ça, c'était un travail ingrat parce que les délégués de l'OABA qui, pour leur majorité, et sont toujours d'anciens professionnels de la filière, hein, donc on a des fils de boucher, on a des anciens directeurs d'abattoir, on a des anciens techniciens des services vétérinaires ou des anciens vétérinaires inspecteurs à la retraite qui continuent à visiter les lieux d'abattage. Comment nous sommes reçus? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Il y a eu une période de froid, on va dire 2011 jusqu'à aujourd'hui, à la suite d'un reportage qui avait été diffusé par Envoyé spécial La viande dans tous ses états, où j'avais accompagné une journaliste qui avait une caméra cachée. On l'a fait parce qu'on était dans un contexte où nos rapports, nos visites, nos lettres n'étaient plus suivis d'effet. C'était grosso modo, les professionnels nous disaient « Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais on n'a pas le temps, on verra ça plus tard ». Et puis l'administration, visiblement, c'était plus non plus une priorité, la protection animale en abattoir. Donc on s'est dit, bon, il y a un moment, puisqu'on n'est plus entendu, il faut partir sur l'angle médiatique. Et finalement, ça a eu un impact assez important, puisqu'on a eu un décret, un arrêté qui encadrait l'abattage sans étourdissement, l'abattage rituel à la cachère. Le revers de la médaille, c'est que certains professionnels ont considéré ces méthodes inacceptables, on l'ont vécu comme une certaine trahison. Et donc on a des grands groupes, pour ne pas les citer, Bigard, Charal, Socopa, c'est les mêmes de toute façon, Arcadie, qui nous ont fermé leurs portes. On était davantage reçus par les abattoirs dépendants de la Fédération des abattoirs publics et prestataires de services, principalement les abattoirs à financement public, mais pas que. Bon, je pense que l'actualité récente fait que certains directeurs d'abattoirs aujourd'hui se disent bon, finalement, quitte à avoir une association dans nos murs, on préfère que ça soit l'OABA que le 214. Donc j'ose espérer que les portes vont à nouveau se rouvrir et que du coup, maintenant que tout le monde a compris qu'il fallait travailler ensemble, comme l'a rappelé Monsieur le Ministre, eh bien, les relations vont se réchauffer, comme on dit, pour qu'on puisse continuer dans un esprit de dialogue et de construction. Monsieur Mirabito, donc vous travaillez à l'Institut d'élevage et vous avez été le coordinateur de la rédaction du guide des bonnes pratiques en abattoir. Depuis combien de temps cette préoccupation de bien-être animal au niveau de l'abattage existe à l'Institut de l'élevage? Les questions de bien-être animal, en fait, elles ont émergé dans nos questionnements à la fin des années 80, de façon générale, donc c'est concomitant à l'évolution politique européenne. On a toujours considéré le binôme homme-animal, étant donné que l'action de l'homme peut avoir une influence sur le bien-être des animaux et vice-versa, l'action de l'animal, qui est un être intelligent, peut avoir aussi des effets sur la sécurité des opérateurs. Si on resitue tout ça dans le contexte européen, en fait, au niveau européen, la question de bien-être animal, elle est abordée dans les années 90 de façon générale au travers du miroir, enfin, au travers de la contention des animaux, des restrictions comportementales sur les animaux. Et dans les années 2000, on voit apparaître une nouvelle approche, qui est une approche qu'on appelle
animal centré, qui vise surtout à évaluer le bien-être animal au travers de la mesure qu'on peut en faire sur l'animal. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que à partir de 2007-2008, on a commencé à se dire qu'il fallait aussi appréhender cette question du bien-être à l'abattoir, avec l'objectif de développer un code de bonne pratique et des mesures d'évaluation de l'efficacité de ces bonnes pratiques à l'abattoir par rapport à la protection animale. Et vous avez également des actions de formation Alors, parallèlement, et ça c'est une approche très ancienne. Dès les années 90, en fait, il y a eu le développement de toute une série de formations où on appréhendait à la fois les techniques de contention, la manipulation des animaux, la relation à l'animal dans le contexte de l'abattoir, à la fois sous l'angle de la sécurité des opérateurs et sous l'angle du bien-être animal. Quel est le point de fragilité? Vous avez sûrement visité beaucoup d'abattoirs pour écrire ce guide. On pourrait la poser également à M. Freund. Quel est le point de fragilité dans les abattoirs? Alors des points de fragilité, il peut y en avoir à tous les endroits, depuis l'arrivée des animaux jusqu'à la saignée finale. On doit sans cesse faire preuve de vigilance. Ensuite, il y a un enjeu majeur autour de l'étourdissement, c'est évident, sur l'efficacité de l'étourdissement. Mais on a, au moins sur les bovins, aujourd'hui, on a quand même des systèmes, quand ils sont utilisés dans de bonnes conditions et de façon appropriée, qui garantissent quand même une efficacité pratiquement totale de l'étourdissement. Très bien. Madame Porcher, donc je pense que monsieur donc vous êtes l'auteur en particulier, enfin co-auteur de livre blanc pour une mort digne des animaux. Donc ce sont des sujets qui ont traversé toutes vos recherches, puisque donc votre objet de recherche c'est la relation de travail entre les humains et les animaux. Est-ce que vous pouvez décrypter pour vous quelle est la place que la mort des animaux doit prendre en élevage? Vous dites une bonne vie, une bonne mort, enfin je résume votre propos qui parfois est mal reçu. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre vision? Le cœur de ma thèse, de mon travail, c'est de dire qu'il y a une différence entre l'élevage et les productions animales et que donc la question de la mort, elle se pose différemment dans les deux champs. Dans les systèmes industriels et intensifiés, dans ce que j'appelle les productions animales, l'abattage des animaux est vraiment la suite de la production des animaux, dans le déni justement que c'est des animaux. Donc il y a une production de matière animale, une transformation de la matière animale, alors non pas dans le respect des animaux, puisque pendant tout le processus ils ne sont pas considérés comme des animaux, mais dans des règles, le respect des règles d'hygiène, de normes de bien-être animal, voilà. Donc là, en fait, les questions qui se posent à l'abattoir aujourd'hui dans le champ des productions animales, elles ne peuvent pas se régler si on ne remet pas en cause en amont la production des animaux, parce qu'on tue les animaux comme on les a produits, quoi. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, dans les abattoirs industriels, sauf à arrêter avec le processus d'industrialisation, arrêter de produire les animaux, ça évitera d'avoir à les transformer dans ces grands abattoirs. Vous pouvez rappeler le titre de votre collectif, s'il vous plaît? Alors le collectif s'appelle Quand l'abattoir vient à la ferme. C'est un collectif qui regroupe des éleveurs, quelques chercheurs, des associations de protection animale, des vétérinaires, et puis des associations de consommateurs, comme Nature et Progrès notamment, très intéressés par ce qu'on fait. Puis des citoyens ordinaires, voilà, soucieux de faire quelque chose pour les animaux sans entrer dans l'idéologie de la libération animale, quoi. Pour beaucoup d'éleveurs avec qui on travaille, en fait, c'est des éleveurs qui ont de la vente directe, qui sont dans les circuits courts, ils abattent très peu d'animaux. Et donc, en fait, le mieux pour les animaux, ce serait l'abattage à la ferme, quoi. Et donc, on essaye de remettre au jour la question de l'abattoir mobile, mais aussi l'abattage in situ, par exemple, dans des salles dédiées qui intéressent beaucoup d'éleveurs sur la même façon que sont abattus, par exemple, les volailles dans des abattoirs autorisés, collectifs abattoirs à la ferme autorisés. En
fait, on s'aperçoit au fur et à mesure qu'on travaille dans ce collectif et qu'on a des contacts avec les éleveurs que ces éleveurs, en vente directe en circuit court, sont très nombreux en fait à abattre à la ferme parce que l'abattoir leur est insupportable. Dans les réactions, quand vous parlez des abattages à la ferme, très souvent on dit c'est un retour en arrière. Ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, en quantité et en volume, c'est quasiment impossible. Quels sont les arguments face à ces deux? En fait, pour moi, c'est au contraire. C'est là qu'est l'innovation. C'est les systèmes industriels et intensifiés, c'est les productions animales qui sont complètement archaïques aujourd'hui. Elles ont été construites au 19e siècle à partir du modèle des hauts fourneaux, de la grosse industrie. D'ailleurs, quand on va dans un abattoir, quand on va dans ces gros machins comme la Socopa ou la Copper, on est vraiment en face d'un gros outil industriel, quoi, avec ces milliers d'animaux, tous ces travailleurs, toutes ces machines, etc. C'est un gros bazar industriel, quoi. C'est ce modèle-là, en fait, qui est dépassé. Il est archaïque. Après, en termes de volume, ça, je ne pourrais pas donner de chiffres, mais tous ces éleveurs-là qu'on rencontre, en fait, c'est eux qui vendent sur les marchés, c'est eux qui vendent dans les biocoop, c'est eux qui vendent dans les systèmes en vente directe. Je ne sais pas si on regardait de près, en fait, je pense que ça fait quand même une bonne part de la consommation. Voilà, alors, pas de toute la population, mais d'un certain secteur de consommateurs, certains consommateurs, voilà, qui vont sur les marchés, qui vont dans les magasins bio, qui vont chez les producteurs, etc., quoi. Donc, voilà, je sais pas. Par contre, en termes d'élevage, enfin de structure d'élevage de ferme, là, je pense que ça concerne beaucoup de fermes. Par rapport à cette proposition, les réactions de M. Gagneron et puis de M. Freund, si vous avez, par rapport à cet abattage à la ferme, quel est votre regard, votre analyse? Sur l'abattage à la ferme, je pense que c'est complètement irréaliste. C'est pas vrai qu'il y ait beaucoup d'éleveurs qui sont intéressés. Il y en a quelques éleveurs, ils sont très très peu nombreux. À chaque fois qu'on a des problématiques d'abattoir, d'un abattoir local qui ferme, les premiers à se manifester, c'est les gens qui font du circuit court, qui disent si vous fermez l'abattoir local, on ne pourra plus fonctionner et tout. Honnêtement, je suis sujet depuis de nombreuses années. Le nombre de gens qui m'ont parlé d'abattage à la ferme, je les compte sur les doigts des deux mains. Même pas 10. Jamais autrement, à part vous, Madame Porcher, ce dossier ne revient sur la table. Autant nous, on est par contre très intéressés par la problématique d'abattoirs mobiles dans des conditions sanitaires très encadrées pour régler des problématiques de zones très éloignées où effectivement les éleveurs en zone de moyenne montagne n'auront plus d'outils de proximité et n'emmèneront pas leurs animaux très loin. Là, on est d'accord, il faut travailler là-dessus. Il y a un certain nombre de pays qui ont avancé. On en parlait ce matin avec les gens de la DGL, il y a des choses à faire. Autant sur le fait qu'on reviendra en arrière, moi je suis désolé, au niveau sanitaire, aujourd'hui je ne pense pas que les consommateurs soient prêts à accepter que ce soit abattu dans des conditions qu'on ne maîtrise pas, abattu à la ferme. Et malheureusement, les exemples d'abattage à la ferme dont on entend parler ne sont jamais exemplaire et il y a souvent des problèmes sanitaires derrière. Donc moi j'y crois pas du tout, cette thèse anti-industrielle ne correspond pas à l'élevage français. Je rappelle qu'il y a 12 millions d'hectares de prés en France, que l'élevage de ruminants c'est essentiellement de l'élevage à l'herbe avec des fermes familiales qui sont toutes débordées de travail parce que quand on est dans des systèmes où on est plus autonome, on construit son alimentation, on ne va pas aussi être abatteur à la ferme. Je pense qu'il faut aussi à un moment savoir déléguer certaines missions, notamment quand elles sont autant imprégnées de l'aspect sanitaire. Monsieur Freund, et puis après peut-être la réponse de Jocelyne Porcher. Alors, l'abattage à la ferme, il y a une double problématique. Il y a la problématique protection animale, bien évidemment, donc ça paraît être une bonne idée. Plutôt que de transporter les animaux sur plusieurs centaines de kilomètres, arriver dans certains abattoirs et puis se pratiquer ce qu'on a pu voir dans certaines vidéos, il vaut peut-être mieux que les animaux restent sur l'exploitation et soient abattus sur l'exploitation. Moins de stress,
moins de frais pour l'éleveur. Donc ça peut effectivement être une solution. C'est une solution, c'est pas la solution. Pour l'exemple des bovins, de mémoire, je l'arrondis, hein, vous verrez si je me trompe, mais on a à peu près 3,5 millions de bovins abattus chaque année en France et 1,5 million de veaux, donc on a à peu près 5 millions. Vous voyez bien que des abattoirs mobiles qui iraient à la ferme pour abattre 5 millions de bovins par an en France, c'est pas possible. Donc ça peut être une solution, mais pour un marché de niche, effectivement, qui correspond à certains éleveurs que je connais et qui font de la vente directe. Bon. Et puis, derrière, aussi, ne pas oublier que il faut trouver un débouché. Il est évident que le kilo de bœuf abattu à la ferme dans la nouvelle réglementation, si tant est qu'un jour elle voit le jour, ça n'aura pas le même prix qu'un kilo de viande bovine abattue de façon actuelle, c'est-à-dire classique. Est-ce que le consommateur est prêt à payer une fois et demie ou 2 fois plus cher? J'ai pas l'étude d'impact, mais on peut considérer que c'est de l'ordre de 1,5 à 2 fois le prix actuel. Que, au final, le consommateur répondra à présent. Parce que, vous savez, le consommateur, quand vous lui posez la question, est-ce que vous êtes pour ou contre le bien-être animal? C'est un peu comme vous dites, est-ce que vous êtes pour ou contre la guerre? Et la réponse, elle est évidente. Donc le consommateur vous dit, ah non, moi je suis pour le bien-être animal. Bon. Sauf que j'ai fait l'expérience pas plus tard que ce samedi, j'ai des week-ends palpitants, je suis resté 1 heure au rayon viande d'une grande surface. Et j'ai regardé les consommateurs. Et grosso modo, 1 sur 100 lit l'étiquette. Le reste se fonce sur le bac où c'est marqué offre spéciale promotion. Le premier argument, c'est le prix. Voilà. Donc la question sur l'abattage à la ferme, oui, effectivement, sur le principe, le WABEA n'y est pas opposé, mais il y a beaucoup de questions sur lesquelles il faut répondre. Un petit propos court de M. Mirabito et ensuite Justine Porcher pourrait répondre. Je pense qu'il faut quand même souligner un point de désaccord fondamental avec ce qu'a dit Mme Porcher, à savoir que ce qu'elle a dit sur le traitement des animaux à l'abattoir, qui ne sont pas considérés comme des animaux, moi je m'inscris en faux, au moins en ce qui concerne les ruminants, parce que ça fait quand même 30 ans qu'on fait des formations sur la manipulation des animaux, et le point d'entrée de cette formation est à l'image de ce que fait aussi Temple Grandin aux États-Unis. Le point d'entrée, c'est de considérer que la connaissance du comportement de l'animal et le fait que l'animal soit, alors j'ai dit tout à l'heure, intelligent, donc et en fait des capacités cognitives, des capacités d'adaptation, c'est quand même le point de départ de toute la relation et de toute l'amener des animaux. Et dans les abattoirs de bovins, les animaux ne sont pas considérés comme des boulons ou des écrous qu'on trimballerait dans un caisson et qu'on amènerait au poste d'étourdissement. C'est tout le contraire. Et en plus, c'est essentiel pour les opérateurs, parce que tenir ce genre de discours, moi, me choque profondément, parce que c'est essentiel, au contraire, de faire passer ce message-là, parce qu'il est essentiel pour la sécurité des opérateurs. Il est essentiel pour le bien-être des animaux, et il est essentiel pour la sécurité des opérateurs. Donc sur ce point-là, je pense qu'il y a un désaccord fondamental. On peut discuter, faire de la sémantique sur production et élevage, mais je pense qu'il faut quand même garder en tête que les gens ne considèrent pas les animaux dans les abattoirs comme des espèces de billes qu'on ferait rouler dans un couloir. Très bien, donc votre réponse, Madame Porcher. Pour reprendre un peu sur déjà sur le fait que ce choix des éleveurs avec qui on travaille de l'abattage à la ferme, s'ils le font, c'est pas pour massacrer leurs animaux, s'ils le font en risquant 6 mois de prison, c'est justement parce qu'ils veulent que ce soit bien fait. Ils veulent donner la mort, ils ne veulent pas infliger la mort, ils veulent donner la mort à leurs animaux, parce que c'est leurs animaux, ils leur ont donné la vie, ils veulent leur donner la mort, et ils veulent le faire le mieux possible, ce que ne permet pas l'abattoir actuellement. Après, sur ce que disait M. Freund, l'abattoir mobile, il existe dans plusieurs pays, il y a des abattoirs mobiles, il y en a en Suède, il y en a aux États-Unis, il y en a en Allemagne, il y a des systèmes très diversifiés d'abattage à la ferme dans différents pays, avec une demande qui est cette demande de l'abattage à la ferme, elle existe chez les éleveurs en France, mais elle existe aussi chez de nombreux éleveurs européens, ce qu'on a pu constater. Après, juste pour relever quelque chose, ce que vient de dire M. Mirabito, le problème, c'est pas que les personnes ne considèrent pas les animaux
comme des animaux, parce que justement j'ai travaillé là-dessus sur la souffrance au travail dans les productions animales. C'est justement bien parce que les personnes considèrent les animaux comme des animaux et qui sont dans une relation intersubjective avec eux, que ce soit dans le volet production ou le volet abattage, qui sont en état de souffrance au travail. Ce que je dis, c'est pas que les personnes ne savent pas, c'est que l'organisation du travail fait comme si. C'est de là qu'est issue la souffrance dans le travail. Quand soi-même on sait qu'on a affaire à un animal, mais que l'organisation du travail fait comme si, justement, cet animal n'en était pas un. Et je souligne par exemple que le terme opérateur utilisé en abattoir, c'est justement ça que ne veulent pas les gens qui veulent abattre à la ferme. C'est pas des opérateurs qu'il faut. Il faut quelqu'un qui donne la mort. Donner la mort, c'est pas être opérateur d'une procédure. C'est une position forte de tuer un animal. Il faut que ça ait du sens. Il faut pouvoir prendre le temps. Donc ça n'a rien à voir justement avec s'inscrire dans une procédure. Voilà ce que je pourrais dire là pour répondre rapidement. Merci. Donc oui, je remercie à tous d'avoir participé à ce débat. À bientôt. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.